Donc oui, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui, en effet, 3 études. Moi, j'en présente une parmi celles-ci, qui va permettre de dresser un portrait sur l'adaptation psychosociale en contexte de pandémie auprès de différentes populations. C'est un symposium qu'on avait présenté toutes les 3 dans le cadre d'un congrès de l'ISSBD cet été. Puis, on a légèrement remanié là, pour lui donner une formule plus midi-grise. Donc, la présentation d'aujourd'hui va suivre une formule un peu standard, pour 3 études du moins. Alors, il va y avoir une brève introduction au début qui va nous permettre de mettre le contexte où on en est dans les connaissances là, sur les études qui ont été réalisées pendant la pandémie. Puis ensuite, 3 études qui chacune porteront sur une clientèle, une population différente qui sont particulièrement touchées par la situation de la COVID. Évidemment, il y en aurait bien d'autres à documenter, mais aujourd'hui, il y en aura 3 plus particulièrement qui vont être abordées dans les études. Puis, ça terminera par une discussion globale là, qui permet de discuter un peu des recommandations qu'on pourrait tirer de ces études-là. Donc, en introduction, rapidement, je vais poursuivre sur, bon, peut-être qu'on n'a pas vraiment envie de s'en rappeler, mais un petit rappel va nous permettre de mieux situer la chronologie de nos collègues de données à travers les différentes périodes où on a été exposé dans la pandémie. Donc, je vais juste rappeler les dates des principaux moments qui nous ont affectés de cette crise-là. Alors, je veux rappeler, un premier cas au Québec a été identifié au mois de février 2020, suivi rapidement le 13 mars avec la déclaration de la situation d'urgence qui a été suivie par un premier confinement, ensuite un allègement des mesures à l'été. Puis, dès le mois de septembre suivant, il y a eu la deuxième vague qui a amené encore une fois les mesures de confinement, un couvre-feu, un allègement éventuel à l'été suivant, puis le passeport vaccinal a été mis en place. Finalement, au mois de décembre 2021, d'autres mesures de confinement, encore un couvre-feu. Puis, à partir là, du 14 mai 2021, tranquillement, il y a le retrait graduel là, de la plupart des mesures sanitaires, là, bon, qui a peut-être changé dernièrement. Donc, ça fait un bref rappel. Puis évidemment, cette situation-là a amené des conséquences importantes pour, on peut supposer, pour l'ensemble des personnes, mais particulièrement a sollicité a créé un déséquilibre chez l'ensemble des individus et a sollicité probablement les capacités adaptatives, dont certains avaient peut-être mieux que d'autres. Alors, il y a beaucoup d'études réalisées pour la santé publique qui ont montré que cette situation de crise-là avait eu des effets néfastes sur la santé mentale de l'ensemble de la population canadienne. Ça, c'est tant sur le plan personnel où on a documenté une diminution du temps de sommeil, davantage de détresse psychologique, du stress, l'anxiété, idéation suicidaire, abus de substances. Aussi sur le plan social, où il y a eu une diminution, évidemment, de par les mesures appliquées. Puis la peur, probablement, de contacter ce virus-là, de contact avec les amis, de la qualité des relations qui ont été affectées, puis des conséquences aussi au plan financier. Est-ce que tout le monde m'entend? On dirait que j'ai été coupée. On t'a été coupée un petit peu. Je m'excuse, je ne sais pas, je n'ai jamais de problème, je suis vraiment désolée. Reviens-nous. Je suis là, ça va? OK. Alors, je disais au plan social qu'il y avait eu certaines conséquences et au plan financier, il y a certaines personnes qui ont eu une diminution de revenus. Évidemment, tout ça, il y a des gens qui ont beaucoup écopé, mais ce n'est pas nécessairement toutes les personnes, tous les individus de la pandémie qui ont eu ces conséquences-là ou des répercussions vraiment néfastes. Il y en a qui s'en sortent possiblement plutôt bien. En même temps, il y a aussi possiblement certains sous-groupes plus vulnérables qui s'en sortent moins bien. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Danica pour faire le bilan un peu de ça.
Donc, voilà. Donc, une des premières populations auxquelles on s'est intéressé dans le cadre de nos travaux, c'est la population adolescente pour laquelle les conséquences de la pandémie ont été particulièrement marquées. Donc, une des raisons avancées pour expliquer pourquoi les ados ont été plus bousculés, par exemple, par la pandémie, c'est le fait qu'ils étaient plus susceptibles de subir les effets néfastes du confinement puis des mesures sanitaires qui étaient liées à ce confinement-là. Parce que, en effet, le développement de l'adolescent, ça repose sur des nouvelles expériences, les contacts sociaux avec les pairs qui ont été vraiment modifiés de manière hyper importante pendant la pandémie. Donc, c'est venu jouer effectivement là, sur leur santé mentale puis leur bien-être. Donc, au Québec puis au Canada, il y a relativement peu d'études qui ont été menées auprès de la clientèle adolescente, puis celles qui ont été réalisées présentaient certaines limites au plan méthodologique particulièrement. Par contre, les études, les différentes enquêtes menées dans le domaine de la santé publique ont quand même montré chez les adolescents une augmentation de la détresse psychologique, de l'anxiété, de la dépression, des troubles de sommeil, des symptômes de stress post-traumatique, des idées suicidaires, d'abus de substances. Puis, ce que les études ont montré au fil du temps, c'est que l'augmentation des symptômes était surtout observée pour l'anxiété, détresse psychologique. Donc, c'est les deux éléments pour lesquels il y avait un effet plus marqué. Une autre population qui a été particulièrement à risque durant le contexte de pandémie, c'est les jeunes adultes émergents. Donc, ils présentaient une situation qui était quand même préoccupante dans ce contexte-là. Donc, évidemment, cette transition-là vers l'âge adulte est marquée par des changements majeurs au plan contextuel, au plan occupationnel, sur le plan des rôles sociaux. Donc, à titre d'exemple, nos jeunes adultes émergents doivent gagner de l'indépendance par rapport à leurs parents. Ils sont confrontés à faire des choix sur les plans scolaires, professionnels. C'est lié à un changement de statut durant cette période-là, donc ils atteignent la majorité. Et certains d'entre eux vont vivre une certaine instabilité sur le plan amoureux, professionnel ou encore résidentiel. Puis, ça nous amène à nous demander aussi, qu'en est-il pour ceux qui étaient déjà plus vulnérables? Donc, on peut penser, par exemple, à des adolescents ou des jeunes adultes qui présentaient des difficultés sur le plan du comportement, sur le plan de la santé mentale. Donc, il y avait déjà des enjeux de santé mentale avant le contexte de pandémie ou qui ont été, au fil du temps, dans leur parcours, confrontés à plusieurs adversités. Donc, on peut se demander si ce contexte de pandémie-là ne vient pas exacerber leurs difficultés ou si, à l'inverse, le fait que, au fil du temps, ces personnes-là ont peut-être été appelées à développer des stratégies d'adaptation qui peuvent être utilisées dans ce contexte de crise-là et qui pourraient en fait diminuer même les conséquences potentielles de cette pandémie. Donc, il y a certaines études qui ont été menées auprès de cette clientèle-là, donc les jeunes adultes plus vulnérables. Puis, ce qu'on tire de ces études-là, en fait, c'est qu'il semble que l'état psychologique dans lequel les jeunes adultes se trouvent avant le contexte de pandémie, c'est un facteur de risque plus important de difficultés d'adaptation durant ce contexte-là que la pandémie elle-même. Donc, à titre d'exemple, il y a certaines études qui ont montré que plus de détresse psychologique, un faible réseau social de soutien, un sentiment de solitude avant la pandémie est associé à plus de problèmes intériorisés durant le contexte pandémique. Un autre exemple, pour ceux qui avaient un TDAH, il y aurait eu une augmentation des problèmes extériorisés. On a observé aussi davantage de prise de risque chez les adultes qui présentaient des antécédents de problèmes de comportement. Puis, d'un autre côté, ceux qui utilisent des stratégies d'adaptation plus productives ont développé moins de symptômes dépressifs ou de symptômes anxieux durant cette pandémie-là. Donc, ça nous amène à penser que c'est plutôt leur caractéristique initiale qui permet d'expliquer qu'ils sont plus affectés par le contexte de pandémie. Par ailleurs, ces études-là ont aussi montré que les filles auraient vécu plus de conséquences négatives de la pandémie que les garçons, notamment en ce qui concerne les problèmes plus intériorisés. Puis on sait, les études menées auprès de la population générale ont montré effectivement que le contexte pandémique avait eu des effets plus marqués sur les problèmes intériorisés plutôt qu'extériorisés. Et enfin, la troisième population à laquelle on s'intéresse dans le cadre des présentations d'aujourd'hui, c'est les parents. Donc, on peut se demander comment est-ce que les parents ont été affectés par le contexte de pandémie, puis à quel point cette crise-là est venue avoir un impact sur leur rôle parental. Donc, à titre d'exemple, on sait que ça a modifié les conditions de travail des parents. Donc là, on est passé en mode télétravail. Dans certains milieux, il y a eu des grosses vagues de délestage. Certains parents ont perdu leur emploi, ce qui a été associé à des stress financiers importants.
Comme parents d'enfants d'âge scolaire, primaire, secondaire, on a dû gérer l'école à distance. On a eu un accès limité aux sources de soutien externes. Donc, on peut penser aux services de garde, mais aussi au réseau social de soutien qu'on mobilisait normalement dans notre quotidien, nos parents, nos frères, nos sœurs, pour, par exemple, garder les enfants. Et ça a aussi été associé à des inquiétudes pour la santé, autant pour soi que pour nos proches, nos enfants, nos familles, nos parents, grands-parents, etc. Donc, c'est dire que la gestion de leur quotidien a été bouleversée de manière quand même inattendue puis de manière importante durant cette période-là. Au-delà de ça, ce qu'on a observé aussi, c'est un stress plus élevé chez les parents quand on comparait avec les non-parents. Donc, les parents étaient exposés à un contexte qui était peut-être plus stressant. Un niveau élevé de dépression, d'anxiété et de détresse globale chez les parents également. Puis, ce stress parental-là auquel les parents ont été exposés durant cette période-là, ça a aussi été associé à des problèmes de santé mentale ou encore à des pratiques parentales plus hostiles. Par contre, ce qu'on a observé aussi à travers les différentes études, c'est que ce n'est pas le cas pour tous les parents. Donc, il y a certains parents qui disent s'être adaptés à ce contexte de pandémie-là et qui ont même signalé des aspects positifs liés à ce contexte-là. On peut penser, par exemple, au fait que le rythme était un peu ralenti, qu'on avait plus de temps en famille et qu'on passait du temps, peut-être plus de qualité dans ce contexte-là. Donc, en réponse à ces lacunes-là sur le plan des connaissances scientifiques dans le domaine de l'impact de la pandémie sur des populations plus spécifiques qui ont été exposées plus tôt, il y a des études qui ont été menées chez nous, au GRIS, en fait. Puis, on s'est intéressé à 3 populations différentes. Donc, dans mon cas, je me suis intéressée à l'impact de la pandémie sur l'anxiété des jeunes adolescents québécois. Ensuite, Mélanie va vous présenter l'étude qu'elle a menée sur l'adaptation psychosociale des adultes émergents pendant la pandémie de la COVID-19. Et finalement, Catherine va terminer en vous présentant son étude sur la détresse psychologique des parents pendant la pandémie. Donc, à la suite de ces 3 présentations-là, on va faire un retour sur les résultats, puis on va les discuter vraiment dans une visée de prévention pour éventuellement peut-être être en mesure de faciliter l'adaptation des populations qui pourraient éventuellement être confrontés, encore une fois, à une telle situation de crise. Donc, on sait qu'on n'en était probablement pas à notre dernière pandémie liée à des mesures socio-sanitaires et tout ça. Donc, ce qui m'amène à vous présenter, en fait, la première étude. Donc, c'est une étude qui a été menée au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale dans le cadre de l'évaluation d'un programme de prévention. Et donc, qui porte sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur l'anxiété des jeunes adolescents québécois. Donc, ça a été mené auprès d'un échantillon d'élèves de première et deuxième secondaire. Je vous ai mis ici la référence de l'article qui a été publié en lien avec cette présentation. Donc, les objectifs, en fait, de cette étude-là, c'était d'abord de documenter dans un premier temps les perceptions des jeunes quant à l'impact de la pandémie sur leur bien-être et leur santé mentale. Et dans un deuxième temps, de documenter l'impact de la pandémie sur l'anxiété et plusieurs facteurs de risque connexes à l'anxiété des élèves du premier cycle du secondaire, en comparant des données qui avaient été colligées avant la pandémie et des données qui ont été colligées pendant la pandémie. Donc, je reviendrai tout de suite après sur la méthode plus concrètement. Donc, comme je le disais, c'est une étude qui fait partie d'un projet plus large qui vise à évaluer les effets du programme universel de prévention de l'anxiété hors-piste qui est mis en place dans les écoles depuis quelques années déjà. Donc, c'est un projet qui était en cours et donc qui nous a permis de comparer des données colligées avant la pandémie et pendant la pandémie. Donc, c'est près de 3000 élèves du premier cycle qui ont participé à cette collecte de données-là. Donc, 1610 élèves dont les données ont été colligées en 2019, à l'automne 2019, avant la pandémie, et 1380 élèves qui ont participé à la collecte de données en temps de pandémie à l'automne 2020. Donc, il y a environ 50% de filles dans chacun des 2 groupes, et ce sont des élèves qui sont âgés en moyenne de 12 ans. Ce qui est important de savoir, c'est que ce sont 2 échantillons indépendants, donc on n'est pas dans un devis longitudinal. Donc, on a comparé les 1610 élèves évalués en 2019 à ceux évalués en 2020, mais ce n'étaient pas les mêmes élèves. Au niveau des procédures, les données ont été colligées en classe sous la supervision d'un membre de l'équipe école qui avait reçu des instructions pour assurer une certaine uniformité dans la passation des questionnaires et évidemment que le consentement parental a été obtenu
de la part des parents pour les élèves de moins de 14 ans et des élèves eux-mêmes pour les élèves de 14 ans et plus. Donc, il y a plusieurs outils de mesure qui ont été utilisés en 2019, en 2020 pour documenter l'effet de la pandémie. Certains d'entre eux ont permis de documenter les symptômes d'anxiété, mais aussi d'autres facteurs de risque liés, là, comme la peur d'être jugé, le perfectionnisme, l'estime de soi. Et la comparaison des données 2019-2020 a permis de documenter un peu quel impact avait eu la pandémie sur ces différents éléments-là. Je vous ai mis ici là, la liste des mesures, mais je vais passer rapidement. Là, donc, plusieurs questionnaires standardisés qui ont été utilisés là, les 2 années. En 2020, on avait aussi ajouté une question pour documenter l'effet de la pandémie sur le bien-être et la santé mentale des jeunes. Donc, on leur a demandé de nous indiquer si la pandémie avait eu un impact positif sur leur bien-être santé mentale ou n'avait pas affecté leur santé mentale ou encore avait eu un effet négatif. Puis, je me suis intéressée dans une perspective plutôt descriptive là, à cette question-là. Donc, sur le plan des analyses, bien, on a regardé de manière très descriptive la question sur l'effet du confinement. Et ensuite, on a comparé là, les données de 2019 et les données de 2020 pour voir s'il y avait eu une différence entre ces 2 années-là. Donc, pour ce qui est des résultats, en ce qui concerne là, la question sur l'effet du confinement sur le bien-être et la santé mentale des élèves, ce qu'on observe, en fait, c'est que 14,4 % des jeunes qui ont déclaré que le confinement avait eu un effet positif sur leur santé mentale. Donc, le fait de ralentir un peu dans ce contexte-là a permis là, à certains de ces jeunes-là de voir un certain effet positif de ce confinement-là, contre 23,5 % qui ont déclaré là, un effet négatif. Puis, les autres participants, qui représentent quand même la majorité, 62,1 %, qui ont déclaré que le confinement n'avait pas eu d'effet sur leur bien-être ou leur santé mentale. Ensuite, si on compare les résultats des élèves de première et deuxième secondaire, bien, on constate que les élèves de deuxième secondaire sont plus nombreux là, à déclarer que le confinement a eu un effet négatif sur leur bien-être et leur santé mentale en comparaison avec ceux de secondaire 1, donc 29,4 % contre 19,7 %. Et finalement, nos filles ont aussi rapporté là, un pourcentage plus élevé, mais en proportion, en fait, sont plus nombreuses à avoir rapporté que le confinement avait eu un effet négatif sur leur santé mentale. Donc, on parle de 28 % des filles contre 17,6 % des garçons. Ensuite, on a fait une MANOVA de manière générale là, pour voir s'il y avait des différences observées entre les résultats de 2019 et 2020. Et il y a un effet significatif qui a été démontré. Et ensuite, on a examiné en univarié là, avec des ANOVA pour voir sur quelles variables est-ce qu'on observait finalement des différences entre les données de 2019 et les données de 2020. Et ce qu'on a vu, c'est une augmentation là, significative des symptômes d'anxiété généralisée, de l'anxiété liée au test, de la peur du jugement des autres, du perfectionnisme et de l'impact de l'anxiété dans le quotidien là, de ces enfants-là. Par contre, quand on regarde les valeurs du DIP Cohen, ça montre que les effets observés sont de petite taille là, pour l'ensemble des variables auxquelles on s'est intéressé. Puis finalement, il n'y a pas d'effet significatif qui a été trouvé pour les autres variables à l'étude. Donc, on parle des symptômes de troubles paniques, troubles d'anxiété sociale, sentiments dépressifs, cyberdépendance. Donc, il y a plusieurs autres facteurs de risque proximaux de l'anxiété ou symptômes d'anxiété pour lesquels on n'a pas observé de différence là, entre les données de 2019 et les données de 2020. Donc, pour conclure rapidement sur cette première étude-là, elle a contribué là, à développer une meilleure compréhension de l'expérience des jeunes adolescents dans ce contexte de pandémie-là, en portant un regard quand même nuancé sur ses effets potentiels. Donc, on a entendu beaucoup dans les médias à quel point la pandémie avait été difficile, puis effectivement, elle l'a été pour une certaine proportion de la population, mais pour la majorité des jeunes, ce qu'ils rapportent, c'est que la pandémie n'a pas nécessairement eu d'effet sur leur bien-être puis leur santé mentale. Ces résultats, entre autres, peuvent être expliqués par le fait que notre échantillon, ce sont des jeunes adolescents, donc première et deuxième secondaire. Il est fort à parier que les jeunes là, de troisième, quatrième, cinquième secondaire ont peut-être connu là, encore davantage des effets délétères de cette pandémie-là sur leur bien-être. Puis, cette étude-là souligne aussi l'importance de développer des interventions pour la proportion d'adolescents qui ont été touchés par cette pandémie-là, parce que bien qu'il y en a certains qui rapportent que la pandémie n'a pas eu d'effet sur leur santé mentale,
bien, on voit quand même que dans près du quart d'entre eux, il y a effectivement eu un effet néfaste. Puis, la comparaison des résultats 2019-2020 nous montre qu'il y a quand même eu une certaine augmentation pour quelques variables d'anxiété et des facteurs de risque associés. Donc, pour terminer, c'est une étude qui doit être interprétée là, à la lumière de certaines limites méthodologiques. Donc, comme je vous ai dit, c'est un devis de type transversal. Donc, oui, on a 2 temps de mesure, 2019-2020, mais ce sont 2 échantillons indépendants qui ont été comparés. Les données ont été colligées par questionnaire seulement, directement auprès des élèves. Donc, ça aurait pu être intéressant là, de bonifier en documentant, par exemple, auprès des enseignants, des parents, ce qu'ils observaient comme effet chez ces jeunes-là. Et finalement, c'est un échantillon qui était assez homogène en termes d'ethnicité. Là, on parle de 85 de l'échantillon qui avait déclaré être né au Canada et avoir des parents nés au Canada également. Donc, au niveau là, de la généralisation de ces résultats-là, il y a quand même certaines limites là, à ce niveau-là. Donc, je vais passer la parole à ma collègue Mélanie pour la suite. Oui, alors bonjour, rebonjour, je devrais dire. Donc oui, moi je vais vous parler de mon étude qui va porter sur l'adaptation psychosociale, mais particulièrement des jeunes adultes émergents pendant la pandémie et le fait que ce soit associé à la présence de problèmes de comportement pendant l'enfance et selon le genre. Donc, si on passe aux objectifs, plus particulièrement, je vais décrire et comparer les problèmes d'adaptation de nature intériorisée et extériorisée, donc problèmes dépressifs, anxieux, somatiques, antisociaux, les symptômes traumatiques et la consommation d'alcool et drogue. Et d'autre part, les stratégies adaptatives, donc des traits de résilience et des stratégies productives qu'on considère productives, non productives ou de référence aux autres chez les jeunes adultes de 17 à 20 ans pendant la pandémie de la COVID-19 au Québec. Alors, dans ces descriptions et comparaisons-là, il va y avoir des comparaisons selon le groupe COVID. Alors, un certain sous-groupe de participants a passé les mesures avant la situation de la pandémie, un autre groupe de 1 à 6 mois après et 6 à 18 mois après. Il va y avoir des comparaisons selon la présence-absence de problèmes de comportement initial, donc pendant l'enfance, puis selon le genre. Au plan de la méthode, l'échantillon qui est étudié ici est tiré d'un échantillon plus grand de l'étude initiale là, que vous connaissez probablement, menée par Michel Derry pendant plus de 15 ans. Auprès de 744 enfants d'âge scolaire primaire âgés de 6 à 9 ans, dont 465 avaient des problèmes de comportement initiaux ou recevaient des services scolaires complémentaires pour ces problèmes-là. Puis, un groupe témoin sans service et sans problème de comportement de 279 enfants. Alors, je vais passer rapidement sur le recrutement de ces enfants-là, mais bon, c'est représentatif assez bien de la population québécoise. Là, plus de 155 écoles au Québec ont permis, les enfants proviennent de plus de 155 écoles. Et ils ont été suivis chaque année, parfois aux 2 ans, jusqu'à maintenant, où on se retrouve 11 ans plus tard, avec des données disponibles pour 562 jeunes adultes, 50 de filles, alors un taux d'attrition qui est à peu près de 2 par année, qui est très bien là, compte tenu des études longitudinales pour les populations en risque. Et si on regarde initialement, ce qui nous reste, c'est 322 jeunes adultes qui avaient des problèmes de comportement à l'entrée dans l'étude et 216 qui n'avaient pas de problème de comportement à l'entrée dans l'étude. Je reviens ici brièvement sur la ligne de la chronologie de la COVID, juste pour situer la formation des groupes COVID. Le groupe avant COVID, on a un nombre de 270 participants, dont à peu près la moitié étaient des filles et près de 60 avaient des problèmes de comportement initial. Alors, ces jeunes adultes-là ont été interrogés avant la COVID, donc nécessairement avant le 13 mars, où la situation de la déclaration d'état d'urgence a été faite. Ensuite, j'ai conservé une période d'1 mois. On pourrait toujours discuter si c'est la bonne période à conserver, où j'ai dû exclure 24 participants
dont la collecte de données avait eu lieu entre le 13 mars et le 13 avril, parce que pour laisser le temps de voir les changements dans nos instruments de mesure qui couvrent soit le dernier mois, soit les derniers 6 mois. Mais bon, on sait que plus c'est rapproché du moment de la collecte de données, plus c'est ce qui représente la réponse des participants. Donc, j'ai choisi de laisser une période d'1 mois où je ne savais pas où classer ces participants-là. Donc, je les ai malheureusement exclus. Ensuite, le deuxième groupe COVID traite des jeunes adultes qui ont été interrogés entre 1 et 6 mois après la déclaration de l'état d'urgence. Donc, c'est un nombre de 101 participants, à peu près équivalent sur le nombre de ceux qui avaient des problèmes de comportement initial et le nombre de filles. Puis, un troisième groupe où là, ils ont été interrogés, ils ont complété les mesures entre 6 et 18 mois après la déclaration de situation d'urgence. Donc, nécessairement avant le 14 mai 2021, où là, tranquillement, il y avait des mesures d'allègement. Pour voir un petit peu mon interrogation, c'était est-ce que le fait d'être exposé plus longtemps à la situation pandémique avait des effets différents qu'une exposition plus rapprochée dans l'état de crise. Je vais passer vite aussi sur les mesures. Alors, les problèmes d'adaptation intériorisée, extériorisée, je vous les ai nommés tout à l'heure. Ils ont été complétés majoritairement par le jeune, mais pour certains problèmes, on a un deuxième répondant qui devait être en contact fréquent avec le jeune. Ce sont des mesures qui sont reconnues là, pour leur qualité psychométrique et bien documenter les différents problèmes. Puis, pour les stratégies adaptatives, c'est aussi complété par le jeune. Alors, on parle des traits de résilience à partir de l'échelle de résilience de Corner-Davidson, qui permet un score total, puis l'échelle de Friedingberg, qui a été traduit par Leclerc sur l'échelle des stratégies de coping, qui nous permet d'avoir des scores à chacune des 3 catégories, productives, non productives et de référence aux autres. En termes d'analyse, alors c'est des analyses relativement simples pour l'instant qui nous permettent d'avoir un aperçu puis qui m'ont possiblement guidé pour complexifier ou en tout cas voir c'est quoi la meilleure façon éventuellement de le traiter, mais les résultats qui sont là parlent quand même. Alors, ce sont des analyses de variance par plan factoriel qui ont été réalisées, 2 analyses, une pour les problèmes d'adaptation ensemble, puis une pour les stratégies adaptatives. Et dans chacune de ces analyses-là, c'est possible de vérifier s'il y a des différences entre les 3 groupes COVID, peu importe les autres groupes. S'il y a des différences entre le fait d'avoir des problèmes de comportement à l'enfance ou de ne pas en avoir, peu importe les autres groupes, et s'il y a des différences entre les garçons et les filles. Puis ensuite, tous les effets d'interaction possibles entre ces variables-là ont été aussi testés. Alors, les premiers résultats, j'ai choisi, pour simplifier les tableaux, de ne pas indiquer les chiffres. Alors, on va pouvoir décortiquer ces résultats-là à partir de graphiques plus loin. Mais finalement, j'ai illustré les variables pour lesquelles et les interactions pour lesquelles il y avait des différences significatives. Alors, on voit ici qu'il y a des différences, un effet multivarié entre, pour le groupe, le fait d'avoir des problèmes de comportement à l'enfance ou non, qui s'explique particulièrement par des symptômes dépressifs, anxieux, somatiques, antisociaux, de trauma et de consommation de drogue. Il y a aussi un effet multivarié selon genre, qui s'explique par les symptômes, les manifestations, les problèmes dépressifs, les problèmes anxieux, somatiques et de trauma. Puis, il y a un effet multivarié, groupe COVID par groupe, problèmes de comportement par genre, que l'on voit dans la dernière colonne, où l'effet d'interaction s'explique particulièrement au niveau des problèmes dépressifs, anxieux, puis de la consommation d'alcool. Alors, les prochaines figures vont permettre de mieux comprendre ces effets-là. Alors, là, j'ai 2 graphiques séparés juste parce que l'échelle de mesure des problèmes dépressifs, anxieux, etc., était bien différente de l'échelle des mesures des autres variables. Donc, pour illustrer en graphique, c'était beaucoup plus simple de le mettre dans 2 graphiques séparés. Alors, on voit que l'effet de présenter des problèmes de comportement en bas âge, sans grande surprise, est associé à
plus de problèmes dépressifs, anxieux, somatiques, antisociaux lors de l'émergence à l'âge adulte, peu importe que l'on soit un garçon ou une fille, ou peu importe le niveau d'exposition ou le groupe COVID. On voit aussi plus de symptômes de trauma et plus de consommation de drogue chez les jeunes qui avaient moins de trauma, excusez-moi, et plus de consommation de drogue chez les jeunes qui avaient... t'es déjà rendu au genre, excuse-moi. Je suis dans mes travaux. Plus de consommation de drogue. Voilà, on peut changer, là, j'ai été mêlée. OK, excuse-moi. Maintenant, si on regarde les effets du genre, alors on voit, tout groupe confondu, un effet du genre. Donc, les filles présenteraient davantage de symptômes dépressifs, anxieux, somatiques, davantage de trauma. C'est aussi ce que les études tendent à montrer, là, où il y a des effets plus marqués chez les filles. Puis, si on va sur nos effets d'interaction, qui sont une interaction entre les groupes COVID, groupe PC et le genre. Donc, ça veut dire qu'il y a certains sous-groupes parmi tous ces croisements-là pour lesquels les difficultés sont différentes, particulièrement les problèmes dépressifs ici. Alors, les flèches nous guident un peu. On voit particulièrement le groupe de filles qui avaient des problèmes de comportement à l'enfance. 6 à 18 mois après le début de la COVID, qui présentent un haut niveau de problèmes dépressifs. Évidemment, cet effet-là plus haut chez les filles qui avaient des problèmes de comportement est aussi avant la COVID, tout de suite après la déclaration de la situation d'urgence, mais particulièrement marqué entre 6 mois et 18 mois après la déclaration. Si on passe, pour ce qui est des problèmes anxieux, c'est sensiblement la même chose. Non. On voit que les filles qui présentent des problèmes de comportement en bas âge sont particulièrement anxieuses dans le groupe 1 à 6 mois après la COVID et encore davantage 6 à 18 mois. La différence est encore plus marquée. Alors, les filles avec des PC sont particulièrement touchées ici. Et si on regarde pour ce qui est de la consommation d'alcool, l'effet est un peu différent. Alors, si les filles avaient tendance à moins consommer, les filles ayant des PC, j'entends, avaient tendance à moins consommer que les garçons avant la COVID, ce que l'on observe immédiatement après la déclaration de la situation d'urgence, c'est une augmentation de la consommation. Bien, une augmentation. Ce n'est pas les mêmes participants. Alors, je ne veux pas dire que les mêmes participants augmentent, mais dans ceux qui ont été évalués après, là, on voit un score beaucoup plus élevé chez les filles qui avaient des problèmes de comportement à l'enfance que chez les garçons qui avaient des problèmes de comportement à l'enfance. Et finalement, si on regarde le groupe qui a été évalué 6 à 18 mois après, cet effet-là revient un petit peu comme c'était avant. Alors, il y a un pic tout de suite après. Maintenant, si on regarde ce qu'il y en est pour les stratégies adaptatives, je vais passer rapidement aux figures. Alors ici, il n'y a pas d'effet d'interaction. Il y a un effet multivarié pour le groupe COVID, problèmes de comportement et genre, et les prochaines figures vont permettre de mieux comprendre cet effet-là. Alors, pour ce qui est de l'effet du groupe COVID, on voit que c'est particulièrement dans le groupe 1 à 6 mois, donc immédiatement après la déclaration, où il y a une augmentation des stratégies non productives chez les jeunes adultes. On voit aussi pour l'effet des problèmes de comportement initiaux, où il y a une différence, tout groupe confondu, où ils présentent davantage de stratégies non productives que les jeunes adultes qui étaient du groupe témoin initial. Puis, pour ce qui est de l'effet du genre, et là, on voit que les garçons ont davantage de traits de résilience, les filles adoptent davantage de stratégies non productives et davantage de stratégies de référence aux autres, tout groupe confondu. Donc, finalement, on peut en conclure que les problèmes de comportement à l'enfance sont associés à plus de problèmes d'adaptation intériorisée, ce qui n'est pas surprenant, et à moindre utilisation des stratégies adaptatives. Et finalement, ça rejoint un petit peu les études qui montrent que les problèmes initiaux présentent possiblement un risque plus important que
le fait d'avoir été exposé ou non à la COVID pour ces populations qui sont plus vulnérables, tels que ceux présentant des problèmes de comportement à l'enfance. On a aussi observé un niveau élevé d'utilisation de stratégies non productives, mais particulièrement au début des mesures de restriction, mais pas nécessairement dans le sous-groupe qui avait été évalué plus tard. Donc, on peut penser qu'il y a un déséquilibre qui arrive, puis finalement, ça peut se stabiliser. C'est aussi un peu ce qu'on voit pour la consommation d'alcool des filles. Mais dans l'ensemble, les filles présentent quand même plus de problèmes d'adaptation intériorisés, utilisent davantage de stratégies qui sont moins positives que les garçons. Et ça, cette différence-là entre les filles, ça serait particulièrement le cas des filles qui présentaient des problèmes de comportement à l'enfance. On pourra en discuter avec les résultats des autres études tout à l'heure. Il y a toutefois certaines limites à faire attention dans cette étude-là, entre autres la formation des groupes COVID. Est-ce que je l'ai fait au meilleur que je pensais, mais est-ce que c'était la bonne façon de trancher selon la chronologie des événements? Peut-être qu'en changeant des points de coupure, ça pourrait aussi changer. Il y aurait peut-être une façon de traiter les données autrement, de manière peut-être plus par date ou longitudinale. La formation des groupes PC et témoins, évidemment que le fait de présenter des problèmes de comportement à l'enfance, c'est un risque bien connu, mais ce ne sont pas tous les jeunes qui présentent des difficultés d'adaptation plus tard. Et peut-être que ceux qui n'en présentent pas des difficultés plus tard ont déjà développé des stratégies adaptatives qui leur servent aussi pour la COVID. Et là, je n'ai pas tenu compte de comment avaient évolué ces jeunes-là dans le temps, ce qui serait intéressant. Puis, faire attention parce que pour l'instant, les mesures liées à la consommation d'alcool et de drogue ne se distribuaient pas normalement. On a dû traiter la variable en 0,1 pour avoir vraiment les cas où il y avait des difficultés plus importantes par rapport à ceux qui n'avaient pas ou peu de difficultés. Alors, ça serait de voir quoi faire avec cette mesure-là éventuellement. Donc, sur ce, je passe la parole à ma collègue Catherine. Super, merci Mélanie. Je suis très contente de vous présenter aujourd'hui des données qui découlent d'un projet longitudinal que je réalise avec ma collègue Catherine Laurier. Je tiens à souligner que les résultats sont encore préliminaires et vous allez voir assez descriptifs, mais d'autres résultats suivront sous peu. Alors, restez à l'affût. Donc, je vais aller vraiment rapidement avec le cadre théorique qui guide, dans le fond, notre projet de recherche, c'est celui de la résilience. Donc, on va définir la résilience comme cette capacité chez l'individu à s'adapter avec succès aux défis qui peuvent menacer sa fonction, sa survie, son développement. Et donc, on voit que c'est un processus qui va mettre à profit vraiment les différentes ressources qui sont à la disposition de l'individu. Et pour nous, bien, ça nous a fait considérer le fait que les individus, bien, ils n'ont pas tous les mêmes facteurs et les mêmes ressources à leur disposition, ce qui pourrait expliquer le fait qu'ils s'adaptent différemment lorsqu'ils sont confrontés à des expériences difficiles. Donc, pour nous, c'était vraiment important de considérer un ensemble de facteurs qui peuvent chacun expliquer une partie du processus impliqué pour qu'on puisse obtenir vraiment un portrait plus complet de l'adaptation des individus. Donc, on a considéré à la fois des facteurs plus sociodémographiques, des facteurs familiaux, donc le fonctionnement au sein de la famille, les facteurs interpersonnels à l'extérieur de la famille, donc le contact avec un ami proche, et certains facteurs personnels aussi, comme la santé mentale. Alors, on va rapidement rentrer dans les objectifs. Alors, le premier qu'on avait, bien, c'était d'examiner les associations entre les facteurs clés que nous, on avait ciblés, dont le revenu familial, le fonctionnement familial, le bonheur dans le couple et le fait d'avoir eu un contact avec une amie, et l'association, dans le fond, avec la détresse aux parents au temps 1, qui a été, les données ont été colligées à l'été 2020. Ensuite, on a voulu examiner l'évolution de la détresse psychologique des parents dans le temps, donc au temps 1 et au temps 2, qui était 6 mois plus tard. Et finalement, on a voulu identifier des modérateurs qui pourraient expliquer l'association entre la détresse psychologique des parents au temps 1 et au temps 2. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs qui vont soit atténuer ou exacerber le lien entre les deux temps de mesure? Donc, pour ce qui est de la méthode, maintenant, on avait 113 parents qui, je pense que j'ai, ouais, c'est ça, 113 parents en fait qui avaient un âge moyen d'à peu près 40 ans. Tous étaient en couple.
Pourquoi en couple? Parce qu'on s'intéressait justement à l'effet du bonheur dans le couple comme facteur de risque ou de protection. J'attire quand même votre attention au fait que 90% de nos répondants étaient quand même des femmes. Alors, on avait 2 temps de mesure. Le temps 1 s'est déroulé à l'été 2020. Donc, Mélanie l'a bien présenté. C'était quelques mois après la pandémie où on en connaissait encore très peu sur le virus. Et le temps 2, c'était à l'hiver 2021. Donc, c'était aussi un moment où on avait vécu une période de confinement. Il y avait une augmentation des taux associés à la pandémie. Et donc, encore une fois, c'est une période assez bouleversée. Le recrutement s'est fait sur les réseaux sociaux. On a ciblé des parents d'enfants âgés entre 6 et 17 ans et les consentements et les questionnaires ont été complétés en ligne. Là, je vais y aller vraiment rapidement sur les mesures. Si vous voulez, on pourra regarder ça un peu plus tard, mais je vois le temps passer et je vais rentrer tout de suite dans les résultats. Alors, vous allez voir, je voulais commencer par faire un portrait des parents qui ont répondu à nos questionnaires. Pourquoi faire un portrait? Parce que je pense que c'est important de bien comprendre c'est quoi les ressources à leur disposition pour ensuite comprendre l'impact que ça pourrait avoir sur leur niveau d'adaptation. Donc, la première chose qu'on a examinée, c'était le revenu familial. Et on était quand même surprise de voir que plus de 55% des parents de notre échantillon avaient quand même rapporté un revenu familial de plus de 100 000 ce qui est quand même plus élevé que le revenu médian de 79 000 qui est rapporté par l'Institut de la statistique du Québec pour les ménages québécois de 2 personnes ou plus. Donc déjà, on sait que nos parents avaient quand même un revenu assez élevé. Quand on regarde maintenant le fonctionnement familial, il y avait vraiment 3 dimensions qui se sont démarquées par des scores plus élevés. Donc, on voit qu'il y avait plus de problèmes au niveau des rôles, plus de problèmes au niveau de l'investissement affectif et aussi plus de problèmes au niveau de la communication. Je voulais juste très rapidement vous montrer qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, des problèmes au niveau des rôles, de l'investissement affectif et de la communication. Bien, dans le fond, les rôles, c'est toutes les difficultés dans notre capacité à attribuer et à accomplir nos tâches de manière efficace. Mélanie l'a bien mis en contexte, puis Danica aussi, que les parents, durant les premiers mois de la pandémie, étaient confrontés à une situation vraiment bouleversante avec un surplus de tâches. Et là, c'est pas surprenant qu'on pourrait voir que la gestion de ces nouveaux rôles-là pourrait être plus difficile. Même chose pour l'investissement affectif. N'oublions pas, les parents vivaient leur propre stress et peut-être ça faisait en sorte que c'était plus difficile peut-être de s'orienter et d'être disponible pour accueillir le stress et la détresse des autres. Et ça pourrait avoir aussi des enjeux sur la communication au sein de la famille. Donc, on voit à quel point déjà les difficultés qui ont émergé comme étant les plus problématiques, c'est quand même associé à cette idée de devoir négocier des nouveaux rôles et un nouveau mode de fonctionnement au sein de la famille. Là, les corrélations entre les sous-échelles étaient quand même significatives et assez élevées. Donc, pour les analyses qui vont suivre, on a utilisé le score global de dysfonctionnement familial. Pour ce qui est maintenant du niveau de bonheur au sein du couple, on était aussi surprise de voir qu'à peu près 55% de nos parents ont rapporté un niveau de bonheur de 5 et plus. Donc, c'est quand même plus élevé qu'on pourrait s'attendre parce que le 4 représente le niveau moyen de bonheur qu'on retrouve dans la plupart des couples. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit au tout début, je voulais vraiment décortiquer c'est qui les parents qui ont répondu à notre questionnaire pour bien les situer sur les facteurs à leur disposition qui pourraient contribuer à leur adaptation. Et finalement, on voit aussi que 81% de nos parents ont dit qu'ils ont, au cours de la dernière semaine, parlé à un ami pour le simple plaisir. Donc, on voulait vraiment que ce soit à l'extérieur d'un contexte de travail ou de gestion de différentes activités. On voulait que ce soit juste pour le simple plaisir. Et une grande majorité de nos parents ont effectivement eu un contact avec un ami. Là, si on regarde la détresse parentale, donc la mesure qu'on a utilisée permet d'évaluer différents symptômes. Et il y a 2 symptômes qui se démarquaient vraiment, c'était l'anxiété et l'irritabilité. Petite parenthèse, c'est quand même un changement avec ce qu'on avait observé dans notre étude avec les adolescents qui, eux, rapportaient plus de dépression et d'anxiété, alors que les parents, on voit plus d'anxiété et d'irritabilité.
Encore une fois, les corrélations entre les sous-échelles étaient significatives. Donc, pour les analyses qui suivent, j'ai utilisé le score global. Alors, si on y va avec notre premier objectif, c'était de voir l'association entre ces différents facteurs d'intérêt-là et la détresse psychologique des parents. Donc, très rapidement, j'attire votre attention à la dernière ligne du tableau. Ce qu'on voit, c'est que les parents qui rapportent le plus haut niveau de détresse totale, c'est aussi ceux qui avaient un revenu plus faible, moins de bonheur dans le couple, qui n'avaient pas parlé à un ami au courant de la dernière semaine et qui avaient plus de dysfonctionnement au sein de la famille. Je voulais quand même tester tous ces facteurs-là dans un même modèle pour voir, mais quand on les considère ensemble, est-ce qu'ils contribuent chacun à être associés, dans le fond, à notre score de détresse totale? Et ce qu'on voit, c'est que les 3 premiers contribuent au modèle, mais le fonctionnement, les problèmes de fonctionnement au sein de la famille ne contribuent pas, je devrais dire, n'est plus associé à la détresse totale au temps 1. Deuxième objectif, je suis désolée si je vais rapidement, mais je vois le temps passer. Notre deuxième objectif, là, c'était d'examiner l'évolution de la détresse psychologique des parents entre le temps 1 et le temps 2. Je vous rappelle que le temps 2, c'était 6 mois plus tard. Et ce qu'on observe, c'est quand même une diminution des symptômes d'anxiété, une diminution des symptômes d'irritabilité. La dépression est restée stable quand même entre nos 2 temps de mesure, mais on voit quand même une diminution des problèmes cognitifs et aussi une diminution de la détresse totale. Donc, en général, il y a quand même une diminution des symptômes. Ensuite, on a voulu voir comment ces facteurs-là sont associés à la détresse totale au temps 2. Et on voit un portrait assez semblable émerger, alors qu'ici, le fait d'avoir parlé à un ami n'était plus associé à la détresse au temps 2. Mais j'attire votre attention au point 72, où là, on voit vraiment que le facteur qui explique le plus la détresse au temps 2, bien, c'est le niveau de détresse au temps 1. Ensuite, on a mis tous ces facteurs-là encore dans un même modèle et on voit que le revenu puis le bonheur sont associés à la détresse au temps 2. Mais aussitôt qu'on va inclure la détresse au temps 1 dans notre modèle, les autres facteurs ne contribuent plus significativement à la détresse au temps 2. Donc, la détresse au temps 1, c'est vraiment le facteur qui contribue le plus. On a quand même voulu voir, est-ce que les autres facteurs d'intérêt, est-ce que ça pourrait modérer l'association entre la détresse des parents au temps 1 et au temps 2? Et on a trouvé un petit effet marginal du bonheur. Donc, il y avait une interaction entre le bonheur dans le couple et la détresse au temps 1. Donc, je vous le montre vraiment, c'est un effet marginal, mais pour les besoins de la présentation, je voulais quand même aller explorer les pentes par grande curiosité. Et j'attire votre attention à la ligne verte. Et ce qu'on voit, c'est que l'association entre la détresse du parent au temps 1 et au temps 2, elle est plus forte chez les parents qui rapportaient moins de bonheur dans le couple, ce qui pourrait suggérer potentiellement, puis j'interprète ça vraiment avec grande précaution, un effet de protection du bonheur dans le couple dans cette association-là. Alors, les 2 grands constats pour nous, désolée pour cette présentation-là en rappel des résultats, mais pour nous, c'était vraiment de voir la diminution globale de la sévérité des symptômes de détresse sur une période de 6 mois, ce qui semble suggérer une certaine adaptation dans le temps. Et le fait que le bonheur puisse potentiellement être un facteur de protection à considérer. Bon, pour les limites, elles sont présentées ici, mais je voulais vraiment attirer votre attention à la dernière limite, qu'on n'a pas de données pré-pandémiques. Hein. Donc, quand on parle de la diminution des symptômes de détresse dans le temps, bien, je ne sais pas si les parents ont retrouvé un niveau similaire à ce qu'ils étaient pré-pandémiques. Donc, oui, on voit une diminution entre nos 2 temps de mesure, mais je ne sais pas si ça reflète leur niveau d'adaptation avant même la pandémie. Donc, pour les quelques minutes qui restent, je vais attirer votre attention aux principaux constats qu'on a retirés de nos 3 études. La première, c'est qu'on a toutes et tous été touchés par la pandémie, mais que les effets sont variables. Sont variables selon le genre, sont variables selon le niveau peut-être de bonheur dans le couple. Donc, d'avoir un regard nuancé, je pense, sur les effets de la pandémie, c'est important.
C'est aussi important de bien situer l'individu dans sa trajectoire développementale. Donc, c'est sûr que si on s'intéresse aux adolescents, bien, de considérer qu'est-ce qui se passe à l'adolescence, qu'est-ce qui se passe à la période jeune adulte, pourquoi ça pourrait être plus difficile pour les parents. Donc, de bien situer l'individu dans son état et dans sa trajectoire de vie, je pense que c'est important pour bien interpréter les résultats aussi. Les filles semblent avoir été affectées de manière plus importante que les garçons par le contexte pandémique. Donc, une des hypothèses mises de l'avant, c'est la centralité des relations et des contacts sociaux pour les filles durant cette période. Et le dernier constat, c'est cette idée qu'il semble avoir un effet d'adaptation potentiel qui s'installe dans le temps. Bon, je vais terminer, Danica, comme tu contrôles les diapos, sur cette diapo ici avec les recommandations. Je pense que c'est important de tirer profit de l'expérience vécue, bien qu'on souhaite ne plus jamais être affronté à une telle situation. Je pense de pouvoir mettre en place dès le départ des mesures qui permettent de maintenir les contacts sociaux qui sont reconnus à la fois dans nos recherches, mais aussi dans les recherches qui ont été réalisées par d'autres, que les contacts sociaux, c'est vraiment un facteur de protection important. Donc, de miser sur cet aspect-là, puis de réfléchir à des mesures qui vont à la fois considérer la santé physique, mais aussi la santé mentale. Comment trouver un équilibre entre des mesures qui vont respecter ces deux aspects-là? Pour nous, ça serait vraiment central. On a aussi des pistes pour des recherches futures. On pourra s'en reparler peut-être en grand groupe. Danica, si tu veux les faire défiler, mais l'importance d'étudier le tout à plus long terme, de bien comprendre les caractéristiques des individus qui ont vécu des choses plus difficiles, mais aussi pour ceux qui ça va mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des filles et diversifier la population de parents à l'étude, parce qu'on a bien vu que mon échantillon avait quand même des caractéristiques très particulières. Alors voilà, merci pour votre écoute.